Une question de Anaïs. Le glissement de fonction de Monsieur Lecornu du ministère des Armées à la fonction de Premier ministre m'a sauté aux yeux, comme à tous les Français. Que peut augurer, selon votre expertise, cette manœuvre en cette période plus que sensible? Ah, alors la nomination du Premier ministre de Lecornu. Qu'est-ce que l'on peut dire? D'abord, il y a un problème de fond dans toute cette histoire. Le problème de fond, c'est que en 2020, d'abord en 2017, Macron a été élu par une manipulation sur laquelle je ne reviens pas, mais qu'il faut toujours rappeler. Il y a eu une manipulation de l'opinion avec beaucoup d'argent, des instituts de sondage, une couverture médiatique extraordinaire. On a présenté ce type comme le Mozart de la finance, etc., etc. Il y a eu d'ailleurs à cette occasion des trahisons. En 2017, par exemple, il y avait des candidats dans l'entourage de François Fillon, dont je rappelle qu'il était le candidat de... C'était encore l'UMP, je crois, à l'époque. Il avait été, dans sa jeunesse, il avait été l'attaché parlementaire de Philippe Séguin. Et François Fillon, avec ses qualités et ses défauts, c'était quand même une certaine tradition, peut-être pas gaulienne, mais une certaine tradition quand même, se rapprochant du gaullisme, une certaine tradition de sérieux, d'amour de la patrie, voilà, etc. Bon, malheureusement, sans la rectitude qu'aurait eu un De Gaulle, c'est-à-dire de couper court avec la construction européenne, mais enfin quand même. Et dans l'entourage de François Fillon, il y avait des gens qui l'ont trahi pendant la campagne. Et les gens qui l'ont trahi, vous aviez Bruno Le Maire, qui est allé chez Macron. Vous aviez Édouard Philippe, qui est allé chez Macron. Vous aviez Gérald Darmanin, qui l'a trahi, qui est allé chez Macron. Vous aviez M. Lecornu, qui l'a trahi et qui est allé chez Macron. Le tout supervisé par Thierry Solère, qui est une espèce d'homme de main, je crois qu'il a 15 ou 16, mis en examen, et qui a été conseiller départemental dans les Hauts-de-Seine, et qui est une espèce de Père Joseph sur ce genre d'opération. Ça, c'est le départ. Ça veut dire que M. Fillon a fait l'objet d'une véritable campagne. Il a été flingué politiquement. Parce que nous avons des forces qui veulent imposer aux Français un candidat. La France n'est pas du tout une démocratie. C'est une démocratie de façade. J'ai souvent expliqué mon pauvre cas, comparé à celui de Macron, mais je n'ai pas suffisamment peut-être parlé de cas peut-être plus flagrants encore, je ne sais pas, qui est le cas de François Fillon. Parce que François Fillon, normalement, il était prévu pour aller au deuxième tour. S'il n'y avait pas eu les campagnes de détestation de Fillon sur les costumes qu'il avait obtenus, je ne lui donne pas le bon Dieu sans confession d'ailleurs. Hein. Bon. Enfin, quand vous voyez qu'on a reproché à Fillon de s'être fait offrir des costumes pour quelques milliers d'euros, je dis pas que c'est bien. Hein. Enfin, les autres, qu'est-ce qu'on pourrait reprocher à Macron qu'on ne sait toujours pas d'ailleurs, hein, qui a gagné des millions d'euros chez Rothschild, qui se sont évaporés. Hein. Donc quand on voit comment les médias se sont focalisés, on le voit d'ailleurs ces jours-ci avec le scandale Thomas Legrand, Patrick Cohen, qui se focalisent pour essayer de flinguer Rachida Dati. Je n'ai pas de sympathie du tout pour Rachida Dati. Enfin, c'est pas le rôle d'un service public que de façon aussi effrontée promouvoir actuellement le candidat qui est promu, c'est Raphaël Glucksmann, dont tout le monde sait que c'est un bonnet, c'est quelqu'un qui est dans la main des Américains. On le sait. Et tout ça se fait au vu et au su de tout le monde. Donc ce qui s'est passé en 2017, c'est qu'il y a eu une véritable manœuvre de flingage de François Fillon, parce que j'imagine que l'oligarchie devait juger qu'il n'était pas assez ductile, pas assez malléable, pas assez obéissant. Et donc, on lui a reproché, ça tombait toutes les semaines, hein, ça c'est des opérations qui sont connues, pour progressivement torpiller un personnage. Au même moment que nous avions Madame, comment elle s'appelle,
Mimi Marchand, qui est une reprise de Justice et qui conseillait Macron, lequel Macron a eu droit à 180 couvertures de magazines. Et face à ça, on a eu donc des traîtres à Fillon qui ont rejoint Macron. Je les ai annoncés. Ils ont été récompensés. Édouard Philippe est devenu Premier ministre, avec le succès que l'on a vu, c'est-à-dire un désastre complet, parce qu'il est co-auteur des 700 milliards d'euros supplémentaires, on ne sait même plus si c'est 700, 800, à l'occasion du Covid. Enfin, il y a énormément de choses à reprocher à Édouard Philippe. Il y a eu Bruno Le Maire, vous savez, celui qui passait ses journées à écrire des romans porno et qui expliquait qu'il allait mettre l'économie russe à genoux. C'est l'économie française qu'il a mis à genoux. Il y a Gérald Darmanin, qui lui, il a sauvé sa peau. Il hante toujours les palais ministériels de la République. Donc là, il est garde des Sceaux. Enfin, quel est son bilan au bout de 8 ans? On aimerait encore le savoir. Et puis, il y avait donc le Cornu qui est celui qui a été le plus discret, en fait. Moi, je le compare à une anguille qui se cache dans les anfractuosités des roches dans la Méditerranée. Voilà. Donc, couleur de muraille, couleur de la roche. Il a eu la sagesse, l'habileté peut-être, de ne pas se mettre trop en avant. Et il a eu une carrière en collant à son nouveau patron, c'est-à-dire à Macron, en ayant participé à la traîtrise contre Fillon. Donc ça, c'est le premier point de départ. Le deuxième point pour bien comprendre la situation, c'est que Macron a donc été élu de façon, je sais pas, à la légère par le peuple français. Enfin, c'est affreux. Comment on s'aperçoit qu'on a pu manipuler les Français à ce point? C'était quelqu'un qu'on ne connaissait pas, c'est quelqu'un qui avait 38 ans. Bon, j'ai déjà expliqué 50 fois que c'est pas sérieux. On peut pas, même si quelqu'un était extrêmement intelligent, si vous avez 38 ans, vous n'avez pas l'expérience, la connaissance profonde des pays, des civilisations du monde, de la géopolitique mondiale, de l'économie mondiale. Vous n'avez pas les réflexes, vous n'avez pas connu suffisamment d'échecs pour tous les surmonter, pour être normalement un chef d'État. Regardez les grands chefs d'État de notre époque. Ils ont en général passé 60, même 70 ans. Poutine doit avoir 71 ou 72 ans, et c'est un très grand chef d'État, n'en déplaise à ceux qui crachent sur la Russie. Xi Jinping, il doit avoir le même âge, 72 ou 73 ans, et c'est un très grand chef d'État. Donald Trump, il a 78 ans, peut-être 79 maintenant, et c'est un très grand chef d'État aussi. C'est des gens qui voient les choses de façon avec la hauteur de vue nécessaire. Narendra Modi, pour l'Inde, c'est pareil. Il doit avoir 79 ou 80 ans, etc., etc. Bon, Macron est arrivé là-dedans et voilà, il connaissait rien, en fait. C'était un blanc-bec. Un blanc-bec, mais qui qui avait des gages à rendre à l'oligarchie qui l'avait catapulté à ce poste. L'anomalie inimaginable, c'est que Macron a été élu. La première fois qu'il se présentait à une élection en France et sur Terre, c'était l'élection présidentielle et il est élu. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Ça veut dire qu'il a été... On peut même se demander s'il n'y a pas eu aussi des trucages au niveau de l'élection, mais même sans ça, avec tout le battage qu'il y avait eu en sa faveur, il a été catapulté. Et puis on s'est aperçu, en fait, le peuple français a commencé à s'apercevoir assez vite, en fait, que c'était un imposteur. Voilà. Et je rappelle que le mouvement des Gilets jaunes, on en parlait juste avant, le mouvement des Gilets jaunes, ça apparaît en 2018, c'est-à-dire 1 an et 5 mois après. C'est-à-dire qu'au bout d'1 an et 5 mois, les Français qui s'étaient laissés un peu fasciner, il a été élu contre Madame Le Pen en 2017 avec quelque chose comme 75% des suffrages. C'était tout à fait considérable, puisqu'il y a eu le réflexe des castors. Hein. Bien, en fait, quand même beaucoup de Français qui ont jugé sur pièce et qui, au bout d'1 an et demi, en avaient déjà assez, d'où le mouvement des Gilets jaunes. Voilà. Et depuis ce temps-là, il y a un gouffre croissant qui s'est creusé entre Macron et le peuple français, qui a été camouflé en 2022, puisqu'il y a eu l'affaire du Covid. Il y a eu en fait l'absence de toute vraie campagne électorale. Il y a eu de nouveau le réflexe des castors, même s'il a un peu moins joué. Il avec ce rôle qui a été dévolu au Rassemblement national et que le Rassemblement national accepte d'ailleurs très volontiers.
puisque bon, enfin tous les experts politiques savent que Madame Le Pen, que ce soit au deuxième tour de 2017 et ou au deuxième tour de 2022, elle a complètement foiré ses échanges avec Macron. Donc soit elle est hyper incompétente, soit il y avait une connivence prévue à l'avance, parce que c'est très confortable d'être à la place de la tête du Rassemblement national. C'est gagner beaucoup d'argent à ne rien faire. Et d'ailleurs, elle continue, mine de rien, à soutenir Macron. Parce qu'il faut voir au bout du compte quel est le résultat des opérations. Donc Macron a été réélu en 2022 dans un contexte tout à fait odieux. Et depuis lors, le divorce n'a fait que s'accroître avec Macron. C'est le deuxième acte que vous connaissez bien. Mais aujourd'hui, il y a 85% des Français qui ne supportent plus Macron. Quand je dis ne supportent plus, c'est que la haine est absolue contre Macron. Le troisième fait générateur, c'est les élections de 2024 et le fait que Macron, alors je ne sais pas ce qui lui a traversé l'esprit, peut-être un coup de folie, j'en sais rien, mais cette dissolution de 2024, lancée comme ça tout à trac, complètement délirante, juste après l'élection européenne où d'ailleurs son parti avait connu une déconvenue considérable. C'était vraiment le dernier moment pour lancer une campagne pour les législatives. Il aurait pu au moins attendre la rentrée pour essayer d'engranger le bénéfice d'avoir organisé les Jeux Olympiques. Il y a eu d'ailleurs, après les Jeux Olympiques de 2024, il y a eu une petite remontée de la popularité de Macron. Pourquoi n'a-t-il pas attendu l'octobre pour dissoudre ? Il aurait certainement eu un meilleur résultat. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a eu ces élections de 2024 qu'il a lancées, qu'il a perdues, mais qui ont été entachées par un phénomène alors absolument épouvantable qui explique la situation dans laquelle on est. Ça a été toujours la même chose, le réflexe des castors. C'est-à-dire qu'on a dit que le Rassemblement national, c'est l'abomination de la désolation, ce qui est d'autant plus ridicule d'ailleurs qu'entre-temps, le Rassemblement national a épousé absolument toutes les thèses, tous les positionnements les plus banals de type Macron. Je rappelle que le Rassemblement national ne veut absolument pas sortir de l'Union européenne, ne veut pas du tout sortir de l'euro, ne veut pas du tout sortir de l'OTAN, que Bardella est allé déjeuner avec Zelensky, etc., etc., etc. Donc on a fait une espèce d'hystérie derrière tout ça. Les gens ne savent même plus pourquoi ils ne votent pas pour le Front National. Bon, ils ne votent pas parce que c'est l'histoire, mais en réalité, le programme du RN, bon, il est un petit peu plus ici ou là sur l'immigration, il roule des mécaniques, mais j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer que de toute façon, s'il arrive au pouvoir, il ne pourrait pas mettre en œuvre son programme, puisque ce n'est pas la France qui décide des phénomènes migratoires, c'est l'Union européenne dont le Rassemblement national ne veut pas sortir. Voilà. En attendant, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2022, il y a eu ce deuxième tour qui a complètement perturbé les choses, puisque des gens comme, par exemple, Gabriel Attal a appelé des électeurs de droite de LR à voter pour LFI contre le RN. Alors, si vous y réfléchissez, c'est complètement délirant. Parce qu'on a entre un électeur du RN et un électeur de LR, la distance est quand même beaucoup, beaucoup moins grande qu'entre un électeur de LR et un électeur de LFI. Enfin, c'est le jour et la nuit. Donc, on a fait voter, et donc vous avez eu de nombreux députés LFI ou des députés de gauche, mais aussi des députés LR, d'ailleurs, qui ont bénéficié du même système dans l'autre sens, avec des électeurs du LFI qui se sont reportés sur LR, tout ça pour empêcher le RN d'avoir un nombre de députés important. Ce qui a marché, en partie, le RN est quand même sorti de ces élections avec le plus grand nombre de députés, 126. Enfin, je rappelle qu'il en faut 287 pour avoir la majorité, donc le RN en est quand même très loin. Et puis on s'est aperçu que tous les autres partis, il n'y en avait aucun qui avait... le RN était celui qui avait le plus grand nombre de députés. Alors effectivement, la gauche a fait savoir que si on additionnait les choux et les carottes, c'est-à-dire le NFP, cette espèce de nébuleuse avec les socialistes, les écologistes, le Parti communiste, le LFI, etc., ils avaient plus de députés à eux tous. Mais on voit bien que ces députés avaient été gonflés à l'hélium, si j'ose dire, par des électeurs qui avaient voté pour eux, mais sans être du tout d'accord avec leur programme.
Le résultat, donc, c'est que Macron a vu cette situation, et comme Macron est quelqu'un qui absolument sans foi ni loi, au lieu de s'appliquer un principe fondamental, c'est de respecter la démocratie. Donc il avait deux options. Première option, considérer que le groupe de gauche avait obtenu le plus grand nombre de voix et de députés, et donc de donner le poste de Premier ministre à une nébuleuse qui serait allée depuis Raphaël Glucksmann jusqu'à Mélenchon, y compris. Il aurait pu le faire, l'essayer. Bon. Il n'a pas voulu le faire. Au passage, d'ailleurs, on se rend compte à quel point cette alliance est complètement artificielle, puisque maintenant, c'est la haine totale entre, justement, Glucksmann et Mélenchon. Voilà. C'est-à-dire que LFI, maintenant, est en guerre ouverte avec le reste de la gauche, vous savez. Donc cette solution, en fait... La deuxième possibilité que pour Macron, c'était de nommer un Premier ministre venu du Rassemblement national. Mais encore était-il dans une situation difficile, puisque qui aurait voté les lois? Et donc Macron, qui est un individu particulièrement retors, sournois et pervers, a vu tout le parti qu'il pouvait prendre de cette opération au fait, cancellant, comme on dit maintenant, cancel culture, en fait comme si l'élection de 2024 n'avait pas eu lieu. Et donc, dans l'esprit de Macron, il est hors de question qu'il perde si peu que ce soit le pouvoir dont il dispose encore. Donc, Macron s'est ingénié à essayer de trouver une formule qui aurait montré aux Français qu'il tenait compte de leur vote, mais pas tant que ça, puisqu'au fait, il aurait quand même pu continuer à maintenir sa politique. Ça a duré des mois, vous vous rappelez? Oui, ça a duré des semaines. Hein. La nomination de Barnier a été longue quand même. Pendant ce temps-là, il y avait Attal qui jouait les utilités. Et lorsque Macron a choisi Barnier, j'avais fait une vidéo qui m'a été reprochée par certains, parce que j'avais dit que, à mon avis, c'était le moins mauvais choix dont il disposait, parce que je pensais que Barnier aurait la sagesse de profiter de la situation pour pousser son propre agenda qu'il avait présenté lors des primaires de 2022 pour 2021 pour l'élection présidentielle de 2022. Vous vous rappelez qu'il avait fait un projet de programme présidentiel pour obtenir l'investiture de LR, et notamment il disait qu'il fallait sortir de certains articles des traités européens, notamment pour les questions migratoires. Ça lui avait été énormément reproché. Moi, j'avais trouvé ça formidable. Pour la première fois, on avait quand même un responsable politique de premier plan qui expliquait le problème. Voilà. Qui venait 16 ans après moi pour me dire en gros que j'avais raison. Mais rappelez-vous ce qui s'est passé. Il y a eu un tonnerre de bronca contre Michel Barnier. Et donc, en définitive, c'est Madame Valérie Pécresse qui a obtenu l'investiture avec le catastrophe que l'on a su. Elle est tombée en dessous des 5%. Elle a fait 4,6%. Donc, moi, je pensais que Barnier aurait la sagesse, l'intelligence politique de profiter de cette situation où Macron n'avait pas beaucoup de solutions pour imposer un agenda. Or, pas du tout. Ça a été la catastrophe. Barnier a joué les petits garçons face à Macron. Il n'a pas voulu jouer de son avantage. Et donc, ça s'est terminé en 3 mois. Ça a été torché en 99 jours. Parce qu'en fait, il a fait du Macron bis. Bon. Donc, il y a eu la censure au moment du budget. À ce moment-là, rappelez-vous ce qui s'est passé. Macron a choisi Bayrou. Mais en choisissant Bayrou, lorsque Macron avait choisi Barnier, il avait présenté à la population que Barnier était presque un Premier ministre de cohabitation. Comme s'il avait présenté Barnier comme si c'était un peu son adversaire. Ce qui pouvait, c'est qu'il y avait un peu plus une petite partie de l'opinion qui s'est dit « Tiens, on va voir, peut-être que Barnier va lui imposer des trucs ». Et après le départ de Barnier, quand il a choisi Bayrou, alors là, les gens ont découvert que c'était quand même... Bayrou, c'est quand même celui qui a très très tôt poussé la candidature de Macron à l'Élysée en 2017. Sous l'effet d'influences diverses et variées. L'histoire restera à écrire, savoir exactement quelle magouille a voulu faire Bayrou dans ce cas-là. Enfin, en nommant Bayrou, Macron s'est rapproché a nommé un de ses proches à l'Élysée, même si c'était quelqu'un qui n'était pas dans son parti politique.
Et donc, les Français ont eu le sentiment... Déjà, ils avaient eu un peu ce sentiment avec l'affaire de Barnier, mais Barnier était quand même un opposant, pouvait être présenté comme un opposant, à la limite. Il était, notamment sur les questions européennes, il était quand même en choc frontal avec Macron. Bon, ça s'était pas passé. Après ça, il a Bayrou. Bayrou, les Français ont compris que c'était vraiment presque une annulation de l'élection de 2024. Et puis Bayrou, alors Bayrou, ça restera dans l'histoire contemporaine comme... Enfin, c'est incroyable. C'est du jamais vu, en fait. Ça me rappelle, il y a, si, pour les amateurs de civilisation chinoise, il y a une ville non loin de Shanghai qui s'appelle Suzhou, où vous avez des jardins, les jardins classiques de Suzhou. C'est les jardins les plus connus de Chine. Et il y a un jardin qui s'appelle le jardin du maître des filets. Et à l'intérieur, il y a un pavillon. Les pavillons, ils ont des noms. Il y en a un pavillon, dont le nom, moi, quand j'avais visité ça, ça m'avait fasciné. Le nom, c'est le pavillon du vide amoncelé. Voilà. Ben, Bayrou, c'est ça, en fait. C'est du vide amoncelé. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait en 9 mois? Une grossesse nerveuse, en définitive. Il n'a rien fait. Rien de rien. Voilà. Sauf à geindre, à se plaindre, à manger. Enfin, c'est inimaginable, en fait. Et donc, il est parti dans un contexte complètement ignominieux, puisqu'il a posé la question de confiance, ce qu'il aurait dû faire d'ailleurs dès sa nomination, parce que là aussi, on a pris à rebrousse-poil les institutions. Normalement, la question de confiance, c'est quand on y a un discours de politique générale, quand on prend ses fonctions de Premier ministre, on pose la question de confiance. C'était comme ça sous De Gaulle, sous Pompidou, sous Giscard. Alors que depuis maintenant un certain nombre d'années, ça doit remonter du temps de Sarkozy, on a des premiers ministres qui ne posent pas la question de confiance. Parce qu'ils savent de toute façon que le programme de politique générale qu'ils présentent, c'est pas eux en fait. Ils ont le pistolet sur la tempe de l'Union européenne, de la Banque centrale européenne. Et donc ils sont obligés de présenter un truc dont ils savent que c'est particulièrement indigeste pour les Français. Sauf qu'ils ne doivent leur poste qu'au fait qu'ils cachent que c'est plus eux qui décident. À partir du moment où vous révélez qui décide, il vous arrive ce qui m'arrive, c'est-à-dire vous n'êtes plus du tout invité dans les médias. Alors, lorsque Bayrou a montré sa nullité, enfin c'est quelque chose d'effarant, eh bien il s'est passé ce qui s'est passé, c'est que Bayrou a présenté, donc a décidé de présenter une motion une demande de confiance. Il semble, je l'avais dit dans une vidéo antérieure, il semble qu'il n'a pas prévenu Macron. Et il semble que, comme je l'ai dit, c'était ça passe ou ça casse. Si d'aventure ça passait, il avait à ce moment-là, il était relégitimé par l'Assemblée nationale et il pouvait tenir un petit peu la dragée haute à Macron, ou bien ça cassait, il était battu et il repartait dans ses pénates après avoir franchi le cap des 6 mois, donc partant avec une retraite en or massif et des avantages en nature, etc., etc. En fait, c'est ça qu'il a voulu faire. Je pense qu'il s'est senti complètement dépassé par les événements. Il était dépassé par les événements. C'est un littéraire qui comprend rien à la finance et il s'est rendu compte que la situation de la France était absolument calamiteuse. Alors il a fait ça dans des conditions absolument scandaleuses parce que notamment il a expliqué que c'était de la faute des Français, quoi, si la France était endettée. Alors je rappelle ici à ce propos aux gens qui considèrent que c'est à cause des Français, je rappelle qu'il y a en France n'importe qui ne dépense pas de l'argent public, hein. En France, vous avez ce qu'on appelle la séparation des ordonnateurs et des comptables. Et vous avez les ordonnateurs, ce sont les gens qui ont le pouvoir d'engager de la dépense publique. Les comptables sont ceux, eux, ils n'ont pas le droit d'engager la dépense, mais ils ont le droit de vérifier si c'est bien conforme, s'il y a bien les dotations budgétaires et si toute la procédure comptable est justifiée. Donc les ordonnateurs, c'est le Premier ministre, ce sont les ministres. C'est eux les ordonnateurs. Hein. Et puis par délégation, éventuellement, tel ou tel de leurs adjoints. Mais c'est eux qui dépensent l'argent public. C'est pas les Français. Hein, les Français, ils n'ont jamais décidé. Il n'y a aucun citoyen français qui a décidé de donner du RSA en veux-tu en voilà, de faire l'aide médicale à l'étranger en veux-tu en voilà, de dépenser des dizaines de milliards d'euros à envoyer à Zelensky. C'est pas du tout les Français qui ont dit ça. Hein, ce sont des dépenses qui leur ont été imputées. Et là où le fait que Bayrou est complètement dépassé par les événements, en fait, c'est que il a exigé des efforts aux Français en disant que c'était eux qui dépensaient trop, alors que les Français, ils n'ont jamais rien demandé.
Mais le pire étant qu'au même moment, il n'y avait aucun effort qu'il demandait, ni au président de la République, ni au Premier ministre, ni aux élus de toute nature que ce soit, alors que le b.a.-ba aurait été de diviser, je sais pas, de diviser par 2 la dotation de Macron. Hein, moi, j'ai dit, si je suis élu, parmi les engagements que j'ai pris, il y aura une division au minimum par 2 de la dotation budgétaire qui va à la présidence de la République. C'est absolument scandaleux ce que dépense Macron. Et puis il faudra diviser par 2 la flotte d'avions qu'il y a là-dedans. Enfin, c'est absolument scandaleux. Et cerise sur le gâteau, Bayrou a dépensé 40 000 euros pour redonner tout son prestige ou toute sa gloire, ou je sais plus quoi, à son bureau à la mairie de Pau. Il faut vraiment avoir un pois chiche dans la tête pour ne pas comprendre que nous sommes dans une situation quasi pré-révolutionnaire et que le b.a.-ba serait au contraire de se serrer la vis pour montrer que les dirigeants partagent le sang général. Bref, Bayrou donc a été viré. Et là, qu'a fait Macron? Et c'est là tout le problème, c'est là où on en est. C'est que Macron a décidé de nommer le plus proche des plus proches, c'est-à-dire le cornu. C'est-à-dire ce type qui, depuis 8 ans, sans que personne ne l'ait bien calculé, comme on dit maintenant, a fait partie de l'intimité. Il est reçu par monsieur et madame Macron, paraît-il. Alors on lit dans les gazettes qu'il arrive à faire rire Brigitte Macron. Il paraît qu'il serait l'un des favoris en cours, etc., etc. Bon, bref, enfin, on se croirait sous la Pompadour. Hein. Il y a quelque chose de très malsain dans tout ça. Mais comment dire, Monsieur Lecornu, c'est l'adjoint le plus, c'est quasiment un clone de Macron. Ça veut dire que cette nomination, elle revient très exactement à dire aux Français que l'élection de 2024 est nulle et non avenue. C'est-à-dire que le parti de Macron en 2024 a représenté 16% des suffrages. Et néanmoins, il nomme un Premier ministre issu de ses rangs. Enfin, l'illégitimité de Lecornu pour occuper les fonctions de Premier ministre, elle est à hurler. C'est incroyable. C'est du jamais vu. Enfin, il n'y a aucune démocratie digne de ce nom où un truc comme ça arrive. Et donc, normalement, ce qu'aurait dû faire Macron, à minima, et ça, de ce point de vue-là, Nicolas Sarkozy l'a dit, je l'avais dit également, et d'autres l'ont dit aussi, c'est de dissoudre l'Assemblée nationale. Il en a récupéré le pouvoir pour redonner la parole aux Français. C'est ça qu'il devrait faire. En espérant cette fois-ci que au deuxième tour, les Français voteront en fonction de leurs opinions et non pas du fait qu'il faut faire barrage à Pierre-Paul Jacques. Et si tout ceci doit nous mener à 200 ou 220 ou 230 députés RN plus ciotistes et un surplus de LR qui serait tenté par... eh bien, c'est la règle de la démocratie. Enfin, ça suffit. Il y a un moment à partir duquel de toute façon, il faudra bien qu'un jour ou l'autre, sans doute, le Rassemblement national arrive au pouvoir. Peut-être qu'il se fracassera très rapidement entre les partisans et les autres. Ça, c'est une autre histoire. Enfin... En vertu de quoi on va continuer ce sketch? Il faut que l'on voie le Rassemblement national au pouvoir. Ça serait très bien d'ailleurs aussi qu'il soit soutenu par M. Zemmour et Mme Knafo, dont on nous fait tous les éloges dans tous les médias. M. Zemmour, Mme Knafo, comme M. Bardella, comme Mme Le Pen, refusent bec et ongle de sortir de l'Union européenne. Moi, je veux que c'est fondamental que les Français... Puisque malheureusement, il y a énormément de Français qui ne me connaissent pas puisqu'on reste caché, et parce que malheureusement, il y a beaucoup de Français qui disent « Ah oui, mais non, moi non, je vais quand même voter pour... » Il y a des gens qui croient que les élections, c'est comme le PMU. Hein. Il faut voter pour celui qui va gagner. Enfin, c'est triste, mais il y a des gens qui raisonnent comme ça. Allons-y. Mais ce n'est pas la solution qu'a choisie Macron. Il a choisi en fait la pire des solutions, c'est-à-dire de nommer un ultra proche. Voilà. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est quasiment... la suite des événements, elle est écrite. LFI a fait savoir qu'il n'irait pas à la consultation lancée par Macron. Je suppose que le Parti communiste n'ira pas non plus. Je crois comprendre que ELV n'ira pas non plus. Quant aux socialistes, je ne sais pas s'ils iront à la consultation lancée par le Cornu à la demande de Macron.
Enfin, ils ont fait savoir que, puisqu'ils n'avaient pas, c'était Matignon ou rien, et M. Olivier Faure, qui avait fait de façon totalement indigne des appels du pied pour être nommé à Matignon, comme il a vu que c'était pas lui, le PS refusera d'entrer au gouvernement. Quant au Rassemblement national, en fait, tous les regards se tournent vers le RN. Monsieur Bardella, Madame Le Pen ont le pouvoir aujourd'hui de faire chuter Macron. D'une part, en approuvant le lancement de la procédure de destitution par l'article 68 que vient de lancer LFI. Normalement, tous les parlementaires devraient approuver, y compris les macronistes, parce que les macronistes ils ont compris que Macron ça va pas du tout. Ça va plus du tout. Là, il est en train de nous entraîner vraiment vers la guerre, en plus de tout. Et Macron donc la première chose que le RN pourrait faire, c'est ça. Or, Madame Le Pen a coupé court à ça en disant que pas du tout, elle respectait les institutions de la République, donc qu'elle ne voulait pas destituer. Mais enfin, c'est incroyable de dire ça. Madame Le Pen est une menteuse. La destitution, c'est pas contraire aux institutions, c'est prévu par les institutions. C'est l'article 68 de la Constitution. Appliquer un article de la Constitution, ça n'est pas ne pas respecter les institutions, c'est au contraire les respecter. Puisque la Constitution a prévu le cas où on aurait un dingue à l'Élysée, un traître à la nation, quelqu'un qui ferait n'importe quoi, qui par exemple ruinerait la France en quelques années, nous entraînerait dans des coalitions guerrières pour provoquer une troisième guerre mondiale, qui braderait nos intérêts nationaux les plus vitaux, qui musellerait la population, qui forcerait les Français à prendre des injections de produits inconnus dans leur corps, etc. C'est à ça que sert l'article 68. C'est à permettre au corps législatif de faire débarrasser le plancher à quelqu'un qui ne respecterait pas les b.a.-ba de la fonction. Je rappelle que tous les sondages montrent actuellement qu'il y a au moins 75% des Français qui veulent que Macron dégage, soit chassé. Donc or, je rappelle qu'en vertu de l'article 2 et l'article 3 de la Constitution, c'est le peuple qui a le pouvoir en France. C'est pas Macron, c'est le peuple. La Constitution ne dit à aucun moment que Macron a tout pouvoir. Au contraire, dans l'article 3, je crois, il est précisé que nulle fraction du peuple, nul individu ne peut s'attribuer le pouvoir, ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale. Donc l'application des institutions commande, exige que le plus grand nombre de parlementaires lance la destitution de Macron qui est en train de ruiner, d'entraîner le pays au désastre complet. Les Français l'ont bien compris. Et Madame Le Pen, elle ne veut pas lancer la destitution pour respecter les institutions, mais elle les viole, elle les piétine. Elle sauve Macron. Alors, dans ces conditions, le Rassemblement national a encore un autre pouvoir. C'est de voter la censure de Lecornu. Parce que Lecornu, je pense pas qu'il va me poser une question de confiance. Ça serait un petit peu audacieux. Mais si il va présenter son gouvernement, les Échos parisiens, ça vaut ce que ça vaut. Enfin, les Échos parisiens donnent à penser qu'il y aura pratiquement aucun changement. Normalement, il paraît-il que l'inénarrable Barrot resterait aux affaires étrangères. Il est vrai qu'il ait une telle incompétence. Ça mérite d'être récompensé. Mais c'est un protégé de Macron, c'est un des favoris de Macron. On est vraiment... c'est incroyable. C'est vraiment le bas empire romain, cette histoire. On imagine que M. Lombard restera à la tête de Bercy. On voit mal que Macron dégage Mme Rachida Dati du ministère de la Culture parce que c'est quand même quelqu'un qui a du répondant. Puis en plus de ça, c'est une de ses prises de guerre, voilà. On voit bien qu'il va conserver Darmanin. Donc il va y avoir un nouveau ministre de la Défense pour remplacer le Cornu devenu Premier ministre. Mais enfin,
on est parti tout droit vers un gouvernement qui sera le gouvernement Bayrou avec Bayrou en moins, quoi. C'est ça. Puis peut-être, allez, pour faire bien, pour faire chic, il y aura, je sais pas quoi, le secrétaire d'État à l'égalité, entre les choux et les carottes. C'est super important. Donc, qui sera donné à, voilà, enfin, des petits débauchages individuels. Mais enfin, tout ça, ça sera zéro. Il y aurait une éthique normale. L'éthique normale, c'est que Macron aurait dû s'interdire de nommer comme Premier ministre un ministre important du gouvernement qui vient de tomber, justement. Puisque je rappelle qu'il ne s'agissait pas, là c'est un phénomène très important du point de vue symbolique et politique, c'est que c'est pas... Barnier, il est tombé sur une censure parce qu'il avait lancé l'article 49 alinéa 3 sur son budget. On peut donc dire que Barnier est tombé parce que les députés ont jugé qu'en définitive, il avait utilisé abusivement l'article 49 alinéa 3 ou bien qu'il y avait tel ou tel article du budget qui n'était pas bon. C'est relativement limité finalement comme critique, si l'on peut dire. Alors que ce qui s'est passé avec Bayrou est bien pire, puisque Bayrou, il a fait un discours de politique générale de l'ensemble de son gouvernement, donc tous les ministres solidaires. Et il s'est ramassé une gifle extraordinaire parce que la majorité était à 285 ou 287, ça dépendait du nombre de présidents, enfin du nombre de postes, tous les postes ne sont pas actuellement occupés. Mais il s'est ramassé une débandade, 364 députés qui lui ont refusé. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de la République. Donc, il est reparti, il a été chassé comme un malpropre. Pas empêché d'ailleurs d'organiser des agapes le soir même sur le thème « Allez, on va vider les châteaux Lafite Rothschild qu'il y a dans les placards pour qu'on va se faire une bonne bouffe ». C'est d'une indécence incroyable. Mais normalement, les ministres qui sont avec Bayrou devraient subir le même refus, le même rejet. C'est-à-dire les principaux ministres, Lombard pour les finances, Lecornu pour la défense, d'autant plus que Lecornu a été aux premières loges sur l'affaire ukrainienne, etc., mais aussi Retailleau pour le ministère de l'Intérieur, puisque ça fait 1 an qu'il dit « Taillot, 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 ta gueule », lui répondra l'écho. Enfin, rien. En matière d'immigration, il ne s'est rien passé. Rien. Peut-être Madame Genevard aussi, ministre de l'Agriculture, qui ne fait rien à part se protéger de ses escarpins. On voit qu'on va tout droit vers le Mercosur, enfin, etc. Donc, normalement, Macron aurait dû avoir la sagesse de nommer quelqu'un qui n'était pas du tout dans cette... Alors que là, on risque très fort, dans les jours qui viennent, d'avoir un gouvernement qui sera à peu près Bayrou sans Bayrou. Alors, vous imaginez quelle est la suite des événements face à ça. Bon, c'est évident, enfin, ça me paraît assez clair que l'opinion publique va être chauffée à blanc et que le Rassemblement national va être dans des plus grandes difficultés pour continuer à sauver la peau du soldat Macron tout en l'accablant, puisque c'est le jeu. J'ai vu d'ailleurs que M. Bardella a été obligé de mettre de l'eau dans son vin, ou plus exactement du vin dans son eau. C'est-à-dire qu'il avait dit dans un premier temps que le RN ne votera pas la censure de Monsieur Lecornu. On peut le comprendre d'ailleurs parce qu'en fait on apprend qu'ils sont un peu comme cul et chemise, comme on dit. Ils se voient, ils se sont vus pas une fois, ils se sont vus plusieurs fois, régulièrement, parce que Monsieur Lecornu entretient de bonnes relations avec Madame Le Pen et avec Monsieur Bardella. Alors je voudrais dire à ce propos un point qui me paraît aussi très important. Moi, alors il se trouve qu'on me demande pas mon avis, mais moi, on me proposerait de déjeuner avec Pierre-Paul Jacques, européiste convaincu, que je ne le ferais pas. Parce que pour la politique, il faut être clair et net. Les Français, quand ils découvrent que dans leur dos, on a vu que monsieur Lecornu, c'est-à-dire en fait Macron, entretient des très bonnes relations avec Bardella et Madame Le Pen, les Français se disent légitimement qu'ils sont en train d'être cocufiés par Lecornu. D'ailleurs, ça explique beaucoup pourquoi, justement, M. Bardella a annoncé qu'il ne voudrait pas, d'ailleurs,
comment dirais-je, censurer le Cornu. D'ailleurs, si le Cornu reprend le même gouvernement que Bayrou, comme le Cornu vient de l'UMP, le même parti que Retailleau, comme il l'a laissé entendre qu'il avait été gaulliste, enfin, voilà, dans sa jeunesse, Monsieur Le Cornu officiellement dit qu'il est gaulliste, séguiniste, libéral et européiste. Voilà, ça s'appelle ratisser large, en fait, tout simplement, ça s'appelle un opportuniste complet, qui change d'avis comme de chemise. La seule chose, en fait, qui compte pour Monsieur Le Cornu, je vais vous le dire, c'est Monsieur Le Cornu soi-même. Voilà, Monsieur Le Cornu, il est le cornuiste. Voilà, c'est son truc. Il souhaite la plus grande carrière de Monsieur Le Cornu. C'est ça qui compte. Voilà. Mais en particulier, les électeurs du RN peuvent se sentir légitimement floués quand ils voient ça. Alors on apprend ce soir, parce que je vois sur les réseaux sociaux que... allez voir les comptes Twitter de M. Bardella, de Mme Le Pen, de M. Le Cornu soi-même. Enfin, le feu est au château. Enfin, c'est incroyable la façon dont là, maintenant les internautes réagissent. Alors certes, c'est la sphère Internet, me dira-t-on. Enfin, la sphère Internet, elle est l'avant-garde des évolutions politiques du pays. Si vous voyez, par exemple, ce qu'il y a sur les comptes Twitter de M. Bardella et du RN en général, il y a quand même énormément de leurs électeurs qui disent qu'il y en a marre de se faire avoir. Le rôle de Mme Le Pen et de Bardella, c'est de faire tomber Macron le plus vite possible maintenant. Ce type est en train de détruire le pays. On ne va pas le garder encore 2 ans pour des stratégies de carrière, parce que Mme Le Pen, s'il y a une dissolution, alors elle ne sera plus députée parce qu'elle est frappée d'inéligibilité. Donc, mais on s'en fout. Voilà. Donc la réalité, c'est qu'il faut chasser Macron au plus vite. C'est ça le truc. Voilà ce que j'avais à dire sur cette situation. Malheureusement, je pense que c'est pas ce qui va se passer. Donc on va encore avoir quelques semaines comme ça, avec moi la crainte vraiment que j'ai, c'est que Macron nous prenne des initiatives vis-à-vis de l'Ukraine sur le thème la patrie est en danger, etc. Vous avez vu qu'il y a un truc qui sent très très mauvais en ce moment, c'est ce qui s'est passé. On a appris ce matin même que la Pologne avait argué du fait qu'il y aurait eu des drones russes qui seraient passés au-dessus de son territoire. Est-ce que c'est vrai? J'en sais rien. Si c'est vrai, c'est très fâcheux. Je pense pas que ce soit volontaire de la part de la Russie, parce que la Russie n'a aucun intérêt à ça. Est-ce que c'est plutôt une fake news, un false flag, comme on dit, c'est-à-dire une attaque sous faux drapeau? En tout cas, la Pologne dit, cocorico, qu'elle a abattu les drones russes, mais surtout elle dit qu'elle a été attaquée par la Russie, et elle demande la mise en œuvre de l'article 4 du traité de l'OTAN de l'Atlantique Nord de 1949, qui veut que l'ensemble des pays de l'OTAN se rendent solidaires du pays attaqué. Donc la Pologne voudrait lancer la Troisième Guerre mondiale, qu'on ne s'y prendrait pas autrement. C'est d'ailleurs comme ça qu'a commencé la Deuxième Guerre mondiale. C'est au passage, les nazis ont lancé la Deuxième Guerre mondiale justement avec un événement false flag à la frontière entre la Pologne et l'Allemagne, qui a justifié prétendument pour Adolf Hitler le fait d'envahir la Pologne. Alors qu'en fait, tout ça avait été organisé par les nazis. Donc il faut vraiment faire très attention à tout ça. Et effectivement, comme l'a dit cet internaute, ça ne m'a pas échappé que monsieur Le Cornu était le ministre de la Défense et qu'il a tenu des propos extrêmement allants sur la guerre que nous mènerait la Russie, sur le fait qu'il fallait protéger l'Ukraine. Il a dit encore il y a 2-3 jours que la ligne rouge, c'était qu'on ne pouvait pas accepter la démilitarisation de l'Ukraine. C'est-à-dire que monsieur Le Cornu, il est en train de risquer d'engager la vie des Français, de nos enfants, au motif que notre ligne rouge à nous, ça serait que l'Ukraine ne devrait pas être démilitarisée. Ah bon? Mais c'est quoi notre problème là-dedans? C'est quoi le truc? Il y a vraiment de quoi se faire trouer la peau pour ça? Au passage, on apprend que Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, aujourd'hui même, qui s'est entretenu, si j'ai bien compris, avec les Russes, a fait savoir que entre Trump et Poutine, ils étaient arrivés à un accord. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que c'est Orban qui a dit ça, que Trump a reconnu que l'OTAN était battue par la Russie et que l'Ukraine allait être partagée en 3. Une partie qui serait à la Russie. Alors reste à définir les limites. On voit bien la Crimée et puis tout le Donbass et peut-être l'oblast d'Odessa, c'est-à-dire ce qui était auparavant appartenait à la Russie depuis la fin du XVIIIe siècle.
une deuxième partie qui serait une partie démilitarisée au centre, et une troisième partie, le nord-ouest, qui serait avec l'OTAN. Voilà, ça serait l'accord sur lequel Trump et Poutine seraient tombés d'accord. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais enfin, on voit bien que le corps nu nous entraîne. Et tout ça sans qu'il y ait le moindre débat à l'Assemblée nationale, sans que le RN, ni LFI d'ailleurs, ni les socialistes d'ailleurs ne protestent et n'exigent qu'il y ait un débat. Enfin, la situation est véritablement extrêmement grave, parce que évidemment, on peut craindre que Macron, voyant que tout est perdu pour lui, eh bien, se lance dans une aventure militaire. C'est une raison supplémentaire, fondamentale, pour laquelle le RN doit approuver la procédure de destitution lancée par LFI, parce que même si elle n'arrive pas à son terme, ça va quand même calmer le bonhomme, et par ailleurs, acculer Macron à la démission, tout simplement parce que si le corps nu est censuré par le gouvernement, tout le monde verra bien que c'est plus possible, quoi. Voilà, il peut plus y avoir de gouvernement.